raconte. Christophe Ondelatte. Pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui, je vous préviens, il va falloir vous concentrer un peu parce que c'est un sac de nœuds de première bourre. Ils s'y sont mis à 6 pour tuer Martin Staub en 2003 à Fréjus, dans le Var. Tout ça, vous verrez, pour un motif touchant, mais assez misérable. La passion des chevaux. Je ne vous ai jamais rien raconté de pareil. Un assassinat pour des canassons. Pour le débrief tout à l'heure, l'avocat de la partie civile, maître Jean-Louis Domas Borelli, du barreau de Nice. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène inaugurale de cette histoire se joue à Fréjus dans le Var le 30 septembre 2003, dans une belle propriété au bout d'un chemin de terre. Un haras immense où l'on élève des chevaux de course. Vers 15h30, la propriétaire des lieux appelle la police. Je m'appelle Rita Staub, j'habite au Cargalon. Mon mari est mort, venez vite, il est mort, il y a du sang partout. La police arrive sur place et elle est là, sur le perron qui attend, avec 2 amis qu'elle vient d'appeler au secours. Bonjour madame, vous pouvez me dire rapidement ce qui s'est passé ? Je sais pas, je viens de retrouver mon mari mort, je sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez présente ? Non. Vers 15h, je suis allé chercher une tronçonneuse chez une amie. Et quand je suis rentré, je l'ai trouvé mort dans l'entrée. Je sais pas ce qui s'est passé. Les policiers pénètrent dans la maison et effectivement, un corps gît dans l'entrée, juste derrière la porte, au milieu d'une mare de sang. Il s'appelait Martin Staub. Bon, au premier abord, il a reçu des coups sur le crâne. Et puis regarde, il y a une marque au niveau du cou. Je pense qu'il a été étranglé. Regarde, sans doute avec ce câble électrique là. Autour, les meubles sont renversés. La victime a dû se défendre. Je sais pas ce que tu en penses, mais au pif, ça c'est un peu la mise en scène, non ? Regarde, les tiroirs, ils sont ouverts, mais ils n'ont pas l'air d'avoir été fouillés. Et regarde cette boîte de sucre renversée. Il y a des sucres des 2 côtés du corps. C'est pas normal, il y a un truc qui cloche, quoi. Madame, vous pouvez jeter un œil et nous dire si quelque chose a été volé ? Elle fait le tour. Rien n'a disparu. Et ça aussi, c'est bizarre. Le médecin légiste arrive sur place en début de soirée. Température du corps, 31,6 °. Alors vous connaissez la règle, on perd 1 degré par heure. Donc il est mort entre 13h et 15h. Je vous pose la question, les maigrés d'opérette. Y a pas un truc qui cloche d'entrée ? Allez, faites un effort. Ça y est ? C'est monté jusqu'à vos méninges ? Le légiste a dit que Martin Staub était mort entre 13h et 15h, et sa femme Rita Staub vient de dire qu'elle est partie à 15h. Allez, faites tourner votre ciboulot. Elle a menti. Elle était là quand il est mort. Si le légiste ne s'est pas gouré, elle était là. Rita Staub est suisse, de langue allemande. Et pour vous dire la vérité d'entrée, les flics la trouvent bizarre, froide, pas vraiment secouée par la mort de son mari. Et donc ils la placent en garde à vue, et avec elle ses 2 amis. Daniel, une amie suisse elle aussi qui vit dans la région, et puis un jeune gars qui se présente comme le petit copain de Rita, beaucoup plus jeune qu'elle. La garde à vue n'a même pas commencé qu'on a déjà compris que le mort était cocu. À ce moment-là, Rita Staub a retrouvé un peu d'humanité. Elle pleurniche. Bien madame, est-ce que vous pouvez me redire ce qui s'est passé ? Mon mari est arrivé à la maison vers 13h. On a pris le café ensemble.
Et à 15 heures, je suis parti pour chercher une tronçonneuse chez mon ami Daniel, que vous avez vu. Et quand je suis revenu, je l'ai retrouvé mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une garde à vue, c'est long. Et donc, à un moment, Rita Stob raconte un peu sa vie. Elle a 50 ans, elle est née en Suisse alémanique centrale, elle est la fille unique d'un papa riche qui avait une grande imprimerie. Martin Stob était votre mari depuis quand, madame? Depuis 10 ans. Enfin, on s'est rencontrés il y a 10 ans à la montagne, à Saint-Moritz. Mais on s'est mariés en 1997, donc il y a 6 ans. Vous avez un haras. Donc vous êtes éleveur de chevaux. Aujourd'hui, oui. Mais à l'origine, mon mari, c'était un driver de chevaux de course. Un spécialiste du sulky sur neige. Mais aujourd'hui, c'était juste devenu un hobby. Il ne faisait plus de compétition. Elle dit qu'ils se sont installés à Fréjus en France il y a 3 ans. Dites-moi, madame, quelle était la situation de votre couple? Je vous cache pas qu'on était en instance de divorce. Ah, intéressant. Martine était justement venue à Fréjus pour régler chez le notaire les derniers détails de notre séparation, notamment le partage de nos biens, pour lesquels on avait déjà signé un accord. C'était juste les derniers détails. Ah, encore mieux. Vous étiez marié sous quel régime, madame? La communauté de biens, en Suisse. Essentiellement des biens immobiliers. Combien est-ce que vous possédez de biens immobiliers? Alors, une maison à Ricken, en Suisse. Une autre à Saint-Moritz. Et puis donc les haras des Fréjus qu'on a achetés en 2000 et qu'on a rénové. Et ensuite, Rita Stob raconte le sac de nœuds de leur vie conjugale. En instance de divorce, chacun avait refait sa vie de son côté. Elle avec le genou qui est en garde à vue dans le bureau d'à côté, et lui, Martine, le mort, avec sa maîtresse de toujours, une certaine Martina. Mais attention, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas de conflit entre nous. Aucun conflit. Je connaissais sa nouvelle compagne. Ça se passait bien, je vous jure. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Bien, Madame Stob, vous nous avez dit que vous vous êtes absenté vers 15 heures pour aller chercher une tronçonneuse, et que ça a duré au moins 1 heure. Or, vous devez savoir que le légiste fait remonter la mort de votre mari aux alentours de 13h30. Ce qui semble indiquer que vous étiez donc présente quand il a été tué. Vous comprenez qu'il y a un problème, madame? Je comprends pas, non? Ça doit être le légiste qui se trompe. Je n'ai pas d'autre explication. S'il vous plaît, mon mari a été assassiné, je suis fatigué. Je voudrais me reposer un peu. Et son jeune amant, alors? Qu'est-ce qu'il a à dire? Parce que l'amant qui tue le mari, c'est un classique. Bien, est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps, monsieur, dans les heures qui précèdent et qui suivent le crime? Moi, c'est simple. J'avais un rendez-vous à la NPE. Et ensuite, je suis passé au garage pour changer les roues de ma voiture. Tout ça est assez facile à vérifier. On vérifie, il n'a pas menti. Le blanc-bec est hors du coup. Passons maintenant à la copine Daniel qui était là quand les flics sont arrivés. Son témoignage est capital parce que c'est chez elle que Rita Stob dit être allée chercher à 15 heures la fameuse tronçonneuse.
Dans la foulée de son placement en garde à vue, les policiers ont perquisitionné son mobil-home, elle habite un mobil-home, et ils ont trouvé des éléments bien intéressants. Bien, madame, nous avons trouvé 2 chèques dans votre mobil-home. 2 chèques qui sont tirés du chéquier de Rita Staub. Un chèque donc de 4 000 € qui date du jour du meurtre, et un de 4 500 qui date du lendemain. Est-ce que vous avez une explication à la présence de ces 2 chèques chez vous? Oui. Rita est très généreuse, vous savez. Elle voulait m'aider à acheter un nouveau mobil-home. Dans la soirée, Rita Staub est réinterrogée et elle confirme. Je voulais l'aider à améliorer son confort. C'est tout. Bien. Je voudrais qu'on en revienne à cette question d'horaire, Madame Staub. Je vous le redis. Selon le légiste qui a examiné le corps de votre mari, vous étiez présente sur la propriété quand il a été tué. Non, c'est pas vrai, j'étais pas là. Et là, elle commence à s'en mêler les pinceaux sur l'heure à laquelle elle est allée emprunter la tronçonneuse. Et puis, la fatigue aidant, elle finit par craquer. Je n'en peux plus. Je vais vous dire la vérité. J'étais bien au haras quand Martine il a été tué. J'étais dans la salle de bain, en train de me préparer, et j'ai entendu Martine crier « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et en entrebâillant la porte, j'ai vu un homme et une femme que j'avais jamais vus. Ils étaient en train de tabasser Martine, et mon mari hurlait, c'était horrible. Et moi j'avais peur. Alors je me suis caché le temps qu'ils s'en aillent. Et quand ils sont partis, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé chez mon ami Daniel. Et sur la route, cet homme et cette femme, je les ai revus. À un moment, ils m'ont doublé. Et ils ont même pointé une arme sur moi. Ils m'ont fait ouvrir la vitre et ils m'ont dit « Ferme ta gueule, autrement, toi et tes amis, vous êtes morts. » C'est pour ça que je vous ai menti au début. J'avais peur. Ouais, ça peut se tenir. Ça peut. Bon, madame, maintenant, il va falloir que vous nous disiez la vérité. La vérité. Cet homme et cette femme, en fait, je crois que je les connais. Si vous les connaissez, Madame Staub, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Des promoteurs immobiliers. Je vais vous expliquer. Ces gens-là, c'est mon ami Daniel qui me les a présentés. Et je leur ai acheté un appartement dans une résidence qu'ils ont fait construire. Pour après le divorce, vous comprenez? Et pour l'instant, on a juste signé la promesse des ventes. Mais moi, je ne pouvais pas signer la vente parce que tant que je n'avais pas divorcé, vous comprenez? Et puis aussi, ils m'ont demandé du liquide et ça, c'est pareil. Avant le divorce, je ne pouvais pas leur donner. Et un jour, ils m'ont dit, c'est pas grave, on va s'occuper de votre mari, on va le convaincre de régler la question du divorce rapidement. Et leur nom, madame? Leur nom, madame? Fleury. Claude Fleury. Et sa femme. Ils auraient tué Martine Staub pour précipiter la vente d'un appartement? Enfin, ça paraît énorme. C'est disproportionné. Mais c'est pas tout. J'étais aussi en affaire avec eux pour autre chose. Comme j'étais suisse,
Ils m'ont proposé de m'associer dans une société d'import-export en Suisse. Mais là aussi, il fallait que je sois divorcé. Sinon, ça serait rentré dans la communauté des biens. Mais ils n'avaient pas d'argent pour être si pressés. Non. Moins qu'ils en ont l'air, vous verrez. Ils ont dû vendre leur vie, là. Là, ça tient un peu plus debout. L'enjeu n'est plus un appartement, mais un appartement plus une société. En fait, chez vous, c'est pas vraiment tout dit. Je les ai vus arriver le jour du crime. Et je dois reconnaître que j'ai inventé cette histoire de tronçonneuse pour avoir un alibi, pour qu'on me mêle pas à tout ça. Pour qu'on ne pense pas que j'avais tué Martine. Là, ça commence à se tenir. Son histoire. Voyons si la copine Danielle, celle qui habite dans son mobil-home, celle qui lui a présenté ses promoteurs, celle qui lui a fourni un alibi avec cette histoire de tronçonneuse, voyons si elle confirme. Et c'est le tournant de cette histoire. Le chèque que vous avez trouvé chez moi, c'est parce que j'ai prêté 4 000 € à Rita pour qu'elle recrute un homme de main pour tuer Martine. Quel aurait été le motif, madame, pour tuer son mari? Elle voulait absolument garder le haras. Et lui, il voulait pas. Il lui avait acheté un terrain pour qu'elle construise une résidence de 6 appartements, qu'elle ait de quoi vivre, quoi. Et en échange, il voulait garder le haras, absolument. Voilà. Je vous ai tout dit. Et pourquoi Rita Staub voulait-elle absolument garder ce haras? Eh bien, parce qu'elle était passionnée de chevaux. Rita Staub aurait fait assassiner son mari par un homme de main parce qu'elle aimait les canassons. Ça paraît énorme. Et le couple de promoteurs alors? Quel aurait été son rôle dans tout ça? Les voilà à leur tour en garde à vue. Bien, monsieur Fleury, madame Staub vous implique directement dans la mort de son mari. Qu'avez-vous à répondre? Directement, elle vous a dit? Mais c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. On se voyait souvent avec Rita. Elle vous a peut-être dit qu'elle avait un projet d'entreprise d'import-export en Suisse. Elle nous l'a dit, monsieur. Elle nous a dit aussi que vous lui aviez vendu un appartement et que tant que le divorce n'était pas réglé, elle ne pouvait pas vous payer. Donc vous aviez un intérêt, vous aussi, dans la mort de Martine Staub. Pas du tout. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pendant des semaines, elle nous a expliqué que son mari était violent avec elle, qu'il avait essayé de l'empoisonner, même. Elle nous a même dit qu'elle l'avait vu étrangler 2 chevaux sous ses yeux en Normandie. Et du coup, elle nous a demandé de l'aider à trouver quelqu'un pour impressionner son mari, pour le menacer. Mais je vous jure qu'il n'a jamais été question de le tuer, je vous le jure. Admettons. Vous avez donc le nom de l'homme de main que vous lui avez présenté? Oui. Leguet. Yves Leguet. C'est un ancien légionnaire. Il travaillait pour moi à une époque, c'est lui qui surveillait mes chantiers. Et il a aussi été mon chauffeur. On avance, on avance. Yves Leguet est arrêté chez lui. Sacré bonhomme, hein, 1,90 m, 100 kilos. Perquisition de son domicile, et sous son oreiller, les policiers trouvent une carabine 22 long rifle et des munitions. Et aussi un gomme-cogne, comme on dit, une arme qui tire des balles en caoutchouc. Bref, le parfait équipement d'un tueur à gages. Avant de l'interroger, les policiers explorent les relevés de son portable. Putain bingo, les gars. Notre ami Leguet a borné à Fréjus le jour du crime. Et la veille,
il a appelé Rita Stopp sur son portable. Et voilà maintenant Yves Leguet face aux flics. Bien, monsieur, nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes mêlé à la mort de Martin Stobb, et aussi des raisons de penser que vous avez agi à la demande de sa femme, Rita. Je vous écoute, monsieur. J'ai rien à voir avec ça, moi. Vous la connaissez, madame Stobb? Vous lui avez téléphoné? Oui, je la connais. Je l'aime pas trop, d'ailleurs, cette femme. Et monsieur Fleury, le promoteur immobilier, vous le connaissez, monsieur Fleury? Et bien sûr que je le connais, j'ai travaillé pour lui. Mais je bosse plus pour lui, il peut plus me payer. Il a des problèmes d'argent. Il vous l'a dit, ça? Oui, il nous l'a dit. Mais il nous a dit aussi que c'est lui qui vous avait mis en contact avec Rita Stobb dans le cadre d'un projet d'intimidation. Et là, le type se décompose. On pourrait faire une pause. Laissez-moi la nuit. Je vais réfléchir. Le lendemain, reprise de l'interrogatoire de Leguet. J'ai bien réfléchi. Je vais vous dire toute la vérité. Oui, j'ai été recruté par Madame Stobb pour tuer Martin Stobb. Par Madame Stobb et aussi par Monsieur Fleury, n'est-ce pas, Monsieur Leguet? Je reconnais que Fleury a servi d'intermédiaire. C'est lui qui m'a dit d'appeler Madame Stobb. Et Madame Stobb, elle vous demande de quoi, à ce moment-là, au sujet de son mari? Elle me demande de le surveiller, de le secouer un peu, et éventuellement de le supprimer. Moi, j'ai vite compris qu'elle préférait la dernière solution. Mais moi, dès le départ, j'avais pas du tout l'intention de le tuer. Je voulais qu'elle me donne l'argent, et puis après, lui faire croire que j'avais secoué un peu son mari, quoi. Combien d'argent est-ce qu'elle vous a promis? Eh bien, 5 000 €. Leguet explique ensuite qu'il a rapidement boulotté l'argent. Qu'à un moment, Fleury l'a appelé pour lui dire de renoncer, de rendre l'argent, et qu'à la fin de l'été, Fleury, qui était financièrement pris à la gorge, lui a finalement demandé de passer à l'acte. Alors, je suis allé en Suisse, à Saint-Moritz. J'ai pris une chambre à l'hôtel en face de chez lui. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout, quoi. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. C'était trop compliqué. Alors, je suis rentré en France. Et il raconte ensuite que le lendemain, Madame Stobb était très énervée. Elle disait que j'allais pas assez vite. Alors, là, je me suis levé, je lui ai dit, je pars. Et là, Monsieur Fleury m'a demandé de m'asseoir. Il m'a rappelé que si cette affaire était résolue, je retrouverais du travail chez lui, et que donc il fallait que j'aille au bout de mon plan, quoi. Et là j'ai dit ok, mais je veux le double. et c'est là que Rita Stobb se serait fait prêter 4 000 € par son ami Daniel, remise d'une enveloppe dans une station-service. Leguet raconte que dans le cadre du plan, Rita a alors convaincu son mari de venir à Fréjus. Leguet dit que lui est arrivé au Haras en fin de matinée et que là, il serait tombé sur un autre type. Quand je suis arrivé au Haras, eh bien, il y avait déjà un gars sur place. Un pro, quoi. Mais quel était son rôle, cet homme? Mais, de ce que j'ai compris, c'était le cerveau de l'opération. Vous le voyez venir, le gonze? Il est en train de se défausser. Il ne va pas tarder à nous dire que finalement, il n'y est pour rien. Que c'est l'autre, le pro, qui a tué. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est lui. Vous avez un nom, peut-être? Ah, moi, je le connais pas, ce gars. Je l'avais jamais vu. Votre avis de Maigret de sous-préfecture? Il nous prend pour des couillons. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Eh bien, je suis au regret de vous dire que nous sommes des couillons.
Car le type dont il parle, le pro, il existe. Les policiers s'en aperçoivent en examinant à la loupe le relevé du portable d'Yves Leguet, sa fadette comme on dit. Il y a un numéro qu'il appelle souvent. Un certain Pascal Meunier. Et figure-toi que ce Pascal Meunier a borné près du Haras le jour du crime. Il y avait bien un autre homme sur place. Pascal Meunier, donc, que les flics vont interpeller illico. Un type de 40 balais avec 2 enfants, qui cumule les petits boulots et qui a pas mal de dettes. C'est M. Leguet qui m'a contacté au mois de septembre pour me proposer ce boulot. Il m'a dit qu'il s'agissait de donner une bonne leçon à un mari qui se comportait mal avec sa femme. Il y avait une histoire de dossier de divorce. Il vous a proposé de l'argent? Ouais. Il m'a proposé 5 000. Puisqu'il s'agissait de lui donner une leçon, monsieur, comment est-ce que vous en êtes venu à tuer M. Stob, alors? Quand je suis arrivé sur place, j'ai vite compris que le plan, c'était de le tuer. Hein. Je m'étais engagé, j'avais besoin d'argent, et j'étais perdu, quoi. Alors je l'ai fait. Je peux vous dire qu'après, j'en ai pas dormi pendant des jours et des jours. Un de plus qui vient d'avouer. Mais quel méli-mélo cette histoire. Parce que si vous faites le compte, 6 personnes au moins seraient impliquées dans l'assassinat de Martin Stob. 6. Rita Stob, qui serait la commanditaire, le duo de promoteurs qui seraient donc les intermédiaires, la copine Daniel qui savait et qui a menti, Yves Leguet qui a pris le contrat pour tuer Stob, et ce Pascal Meunier qui a finalement fait le sale boulot. Tout ça pour permettre à Rita Stob, qui adorait les canassons, de garder son haras. On est chez les fous. Chez les fous. Près d'1 an après l'assassinat de Martin Stob, une reconstitution a lieu au Haras, avec les 3 principaux protagonistes du meurtre. Rita Stob, Yves Leguet et Pascal Meunier. Elle nie totalement avoir demandé aux 2 autres de tuer son mari. Et donc pendant la reconstitution, il n'y a rien à en tirer. En revanche, les 2 autres l'accablent. Pascal Meunier d'abord. C'est elle qui m'a dit où il fallait que je me planque pour l'attendre. Dans la salle de bain. Et c'est elle qui est venue dans la salle de bain en me disant « Ça y est, il est seul, vous pouvez y aller. » Quant à Yves Leguet, il assume son rôle de contremaître du meurtre. Moi, j'ai juste vérifié que le travail avait été bien fait. J'ai même à un moment demandé un miroir à Mme Stob pour vérifier que le gonze n'y respirait plus. Et après, on lui a fait les poches. Il avait 9 000 € sur lui. On se les est partagés, quoi. Ils sont donc 6 à être renvoyés devant la cour d'assises. Leur procès s'ouvre le 22 janvier 2007 à Draguignan. Leguet, Meunier et Rita Stob sont accusés d'assassinat. Claude Fleury et la copine Daniel de complicité d'assassinat et l'épouse de Claude Fleury de non-dénonciation de crime. Et Rita Stob n'a pas bougé d'un pouce. Je suis innocente. Je n'ai jamais demandé de tuer mon mari. Et à côté de ça, elle est toujours aussi froide, sèche comme un coup de trique, au point que ses avocats doivent bricoler pour la défendre. Ce que vous appelez de la froideur, c'est en vérité de la rigidité. Et la rigidité est assez typique des Suisses allemands. Chez eux, voyez-vous, on ne montre pas ses émotions. Je vous l'ai dit, c'est du bricolage. Le problème pour Rita Stob, c'est que Leguet et Meunier assument pleinement leur rôle, et que tous les 2 l'accusent. Il a bien été question de tuer M. Stob dès le départ. Nous, on a fait ce qu'elle a demandé. Quant à la copine Daniel, elle finasse. Oui, j'étais au courant du projet.
Mais j'y croyais pas. Et puis disons qu'à cette époque, j'étais psychologiquement fragile. Et que mon amie Rita avait de l'ascendant sur moi. Oui. Au moment du verdict, comme souvent, Rita Stob, la commanditaire, prend plus cher que ceux qui ont commis le meurtre. 28 ans de réclusion criminelle. Claude Fleury et Yves Leguet en prennent pour 20 ans, Pascal Meunier pour 12 ans. La copine Danielle prend 4 ans dont 2 avec sursis, et la femme du promoteur, 1 an de sursis. Rita Stob et Claude Fleury font appel, mais pas les autres. Ils sont donc rejugés 1 an et demi plus tard devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Et elle a bien fait de faire appel, Rita, parce que de 28, sa peine passe à 20 ans. Fleury, en revanche, a perdu son temps, sa peine de 20 ans est confirmée. Et quoi qu'il en soit, elle n'est pas près de revoir ses canassons, la mère Rita. Maître Jean-Louis Domas Borelli du barreau de Nice est avec moi pour débriefer cette histoire. Vous étiez dans ce dossier l'avocat des enfants de Martine Stob. On est d'accord que ce sont les enfants de Martine et pas de Rita, n'est-ce pas, d'un premier mariage? Tout à fait, monsieur Andelat, tout à fait. Quelle est la position d'ailleurs de ces enfants vis-à-vis de leur belle-mère? Déjà, ça se passait très mal à l'époque où ils vivaient ensemble. Elle était très très dure avec les 3 enfants, avec Gianretto, Nicole et son frère. Et il y avait de très mauvaises relations parce qu'elle ne supporte pas les enfants, cette femme. Quel âge avaient-ils les gosses lorsqu'ils vivaient avec elle? À peu près, hein? Lors du drame, 23 ans pour Gianretto, donc à peu près 14-15 ans, à peu près. Quand ils découvrent que c'est elle qui a fomenté le meurtre, ils sont surpris? Alors je dirais pas ça, surpris, mais en même temps, vu le caractère qu'elle avait, vu une véritable méchanceté, m'ont-ils dit, à leur endroit, et puis la méchanceté vis-à-vis du futur défunt, ça les a pas étonnés, oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne prend que 20 ans en appel au lieu de 28 en première instance? C'est le principe, le principe des assises, c'est très 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 particulier. Les jurés étaient différents. C'est vrai que j'ai été assez désagréablement surpris, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez qu'en principe, à mi-peine, on sort. C'est-à-dire que lorsqu'on prend 20 ans, au bout de 10 ans, on sort. C'est-à-dire que si on tue personne en prison, si on se comporte bien, on sort au bout de 10 ans. Oui. Donc moi, j'avais même demandé une peine de sûreté. C'est beau dire. Parce que je sentais que c'est une personne qui pouvait être dangereuse. Mais est-ce qu'elle s'est comportée différemment au procès en appel pour qu'on puisse comprendre cette réduction de peine? Ah non, absolument pas. Non, elle était pareil, comme vous l'avez dit, très froide, très. Alors, vous avez parlé de rigidité suisse, de la Suisse allemande, mais là, c'était pas la rigidité, parce que Martin Stob, d'après ce qu'on a su, d'après les rapports qui ont été faits, c'était quelqu'un d'extrêmement jovial, sympathique. Moi, les enfants, je les connais maintenant depuis le meurtre, sont des gens adorables. Et je veux dire, sa rigidité, elle est due à son caractère. Et d'ailleurs, les rapports d'expertise psychologique et psychiatrique en font état. Pour revenir à cette peine qui est donc réduite en appel, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quand même une logique à ce que le commanditaire ne soit pas plus condamné que les tueurs? En principe, oui. Puisqu'il c'est le cerveau, il organise tout. Oui. C'est pour ça que j'ai été un petit peu étonné, surtout qu'il n'y a pas eu de revirement, si vous voulez, en appel par rapport à la première instance. Il n'y a pas eu un événement, un incident qui aurait pu laisser le supposer. C'est pour ça que j'étais assez étonné, oui. Elle est sortie, Rita Stob, aujourd'hui de prison. Oui, elle est sortie 10 ans après, tout à fait. Comme prévu, quoi. Oui, comme prévu, oui, c'est comme vous dites tout justement. Il faut qu'on en revienne à la question du mobile. On n'en trouve pas d'autre pendant l'enquête que la passion de Rita pour le haras et les chevaux qu'elle voulait absolument garder dans son escarcelle et que son mari revendiquait par ailleurs dans le cadre du divorce. Alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est surtout cela, mais pas seulement. Parce que vous avez dit, à juste titre, qu'elle était issue d'une famille aisée, Rita Stob, Rita Hugues au départ, c'est vrai. Mais l'enquête qui a donné, une enquête qui a été faite en Suisse, elle n'avait pratiquement plus rien. D'ailleurs, si c'était uniquement une question de haras, elle aurait eu les moyens de racheter le haras.
elle aurait pu trouver un modus vivendi entre les avocats pour dire écoute, moi comme toi j'aime les chevaux, je propose de l'acheter, quitte à perdre un peu d'argent, puisqu'elle avait de l'argent au départ, elle aurait racheté, elle n'avait pas besoin de faire tuer son mari. Non, il y avait autre chose là-dedans, c'était très très morbide, très particulier cette relation qu'ils avaient tous les deux. C'est-à-dire que elle avait à son égard quoi, de la haine? Oui, elle avait de la haine, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas par rapport à la jalousie, puisque chacun faisait sa vie. Ils sont mariés en 97, et déjà en 2000, ils vivaient séparément. Elle avait, vous l'avez à juste titre dit, un amant plus jeune. Martin Staub avait une compagne, donc et c'est vrai qu'ils se connaissaient, donc il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de jalousie, pas du tout. Je pense que c'est arrivé, ça a été étudié par l'expert psychiatre, c'est une personne, c'est difficile de dire ça, mais foncièrement mauvaise. L'expert psychiatre dit pas ça, j'imagine. Il dit pas ça, il utilise un terme beaucoup plus médical, mais qui dit que c'est une personne froide, qui n'a aucun sentiment, qui n'est pas capable d'empathie. Et donc elle tue pourquoi ? Elle tue parce qu'elle ne supportait plus du tout son mari, et parce qu'elle voulait avoir le hara, et surtout parce qu'il y avait ce divorce qui arrivait en décembre 2003. Ils avaient signé une première convention le 23 décembre 2002, et en décembre 2003, ça devait être fini. Et là, en 2003, elle perdait complètement le hara. Et donc, au final, dans le calcul du meurtre, il y a aussi l'idée de tout garder, c'est-à-dire ah oui, le bien hara, sûr. C'est ça. Saint-Moritz et la villa qu'ils ont en Suisse. Elle voulait tout. Et le motif officielle, elle disait qu'elle avait besoin d'argent, que son mari était très dur, qu'elle ne pouvait même pas acheter l'appartement de Bandol que Claude Fleury lui proposait, de monter une affaire à Lugano, une affaire d'import-export, vous en avez parlé. Donc ça, c'était des prétextes, c'était un écran de fumée. En fait, c'est ça, elle voulait vraiment plus. Donc le motif, c'est l'argent, comme l'argent. d'habitude. Oui, bien sûr, l'argent. Je dis pas qu'elle aimait pas les chevaux, hein, bien sûr, mais c'est pas seulement ça, non. De toute façon, en vérité, on n'en sait rien, puisqu'elle ne sait pas s'expliquer, puisqu'elle n'a jamais avoué. Oui, elle a fait d'abord 5 déclarations complètement mensongères au niveau de la garde à vue, mais comme vous l'avez justement dit, moi j'étais présent, les deux assassins au niveau de la réalisation effective du crime, c'est-à-dire Yves Leguet et Pascal Meunier, ont bien dit que l'argent avait été donné par elle et que c'est elle qui avait donné les instructions. Et Fleury, alors, le promoteur immobilier, oublions sa femme, parce qu'elle a été modestement condamnée, j'ai pas donné son nom d'ailleurs. Oui, non, vous avez bien fait. Ça ne mérite pas. Non. On se demande quand même d'un bout à l'autre, qu'est-ce qu'il fait dans cette galère ? C'est pas un tueur. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui derrière le box des accusés. C'est un escroc, c'est vrai. Vous savez qu'il a essayé d'escroquer. Il a escroqué d'ailleurs sa famille, aussi bien ses beaux-parents que son beau-frère. Mais c'est pas un tueur. C'est un monsieur âgé qui aime l'argent. C'est vrai. Âgé, quel âge ? Il avait 78 ans. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Il était promoteur immobilier, mais... Oui, mais en fin de course. Hein. En fin de course. Sans jeu de mots. Hein. Vraiment en fin de course. Hein. Donc, ce qu'il voulait, l'argent, c'est vrai mais c'était pas pour lui, c'était pour sa famille. Il avait à l'époque une fille qui avait 20 et quelques années. Pour sa femme aussi, il voulait se redresser. Il était vraiment pratiquement en liquidation judiciaire. Il avait besoin d'argent, c'est vrai. Mais ça n'a pas le côté sordide de Rita Staub. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, il y a autre chose, moi, qui me surprend. C'est le mode opératoire de Pascal Meunier et de Yves Leguet, puisqu'ils sont là tous les deux, qui consiste donc à tuer Martin Staub en lui portant des coups et finalement en l'étranglant avec un fil électrique. Je comprends pas bien pourquoi, puisque on retrouve chez Leguet une 22 long rifle et un gomme-cogne. Il avait donc le matériel, j'ai envie de dire, pour faire ça proprement. Là, il y a un côté vraiment pathétique à tuer cet homme à coups de poing. Non, mais il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de Martin Staub. C'était un homme costaud, qui déjà avait un travail physique, hein. Il était chauffagiste, puis en plus, il conduisait sur le lac glacé de Saint-Moritz des sulkys. Il faut avoir beaucoup de force, c'est très physique comme genre de sport. Donc, ils sont tombés avec un homme qui a défendu sa vie. Il a fallu qu'ils s'y mettent à deux. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y en a un qui était masqué, cagoulé, c'était Pascal Meunier. Par contre, Yves Leguet, qui faisait 1m96, 105 kilos, il est arrivé sans masque. Donc, ça veut bien dire qu'il voulait le tuer. J'ai dit à la fin de mon récit, on est chez les fous. Mais on est chez les fous. On est chez des pieds nickelés.
Ah des oui. pieds nickelés. Ben oui, des gens si, comme vous l'avez dit, très justement, si c'était des tueurs vraiment professionnels, ils auraient fait ça proprement. Ouais. Là, ils ont commis là, toutes les erreurs possibles de la Terre. Complètement, complètement. Merci beaucoup, maître Domas Borelli du barreau de Nice, d'avoir débriefé pour nous cette histoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.